Claude et j'ai l'honneur d'animer cette plénière d'ouverture sur la thématique les collectivités territoriales en première ligne en réponse aux crises successives. Alors les crises des Gilets jaunes, donc c'est 2018, crise sanitaire 2020, crise sociale, dont les récentes violences urbaines. Ces crises sont bien sûr l'expression d'un mal-être social, provoquent des bouleversements sociaux ajoutés au contexte instable des crises économiques, du contexte anxiogène, avec les conséquences auxquelles sont confrontés tous les élus locaux quotidiennement, des tensions sociales, des citoyens déboussolés et parfois le sentiment d'impuissance, notamment devant la tentation du refuge du vote extrême droite. À moins de 3 ans des élections municipales, comment les élus locaux abordent ce contexte ? Comment apportent-ils des réponses efficientes pour juguler cette réalité, pour accompagner une résilience collective ? Comment redonner confiance dans le faire politique et reconstruire des communautés apaisées ? Comment permettre la réconciliation des habitants avec l'intérêt général, les valeurs de la République, le vivre ensemble ? Et y a-t-il une approche socialiste et républicaine, transposable, valorisable ? Quelles sont les clés de réussite et les écueils à éviter ? Voilà la trame des échanges de ce matin, et pour apporter des réponses ou au moins partager les visions et les actions, 4 intervenants et intervenantes sont là présents ce matin pour échanger leur expérience et leur point de vue. Donc 3 élus locaux qui sont en responsabilité d'exécutif dans des contextes territoriaux différents, c'est ce qui fait la richesse de l'échange. Donc Vincent Lemot, qui est maire de Plouec-de-Trieux, donc dans les Côtes d'Armor depuis 2008, c'est ça ? Et c'est une commune de 1143 habitants au dernier recensement, et aussi président depuis sa création d'une agglomération Guingamp-Paimpol, donc c'est le regroupement de 7 intercommunalités. Voilà, donc c'est un territoire de 73 000 habitants avec une densité de 66 habitants au kilomètre carré. Donc Johanna Roland, qui est maire de Nantes, donc c'est 330 000 habitants, présidente de Nantes Métropole, donc 672 000 habitants, c'est une densité de 1270 habitants au kilomètre carré, et aussi présidente de France Urbaine, qui est l'association qui regroupe les métropoles, les grandes villes de France et les communautés urbaines, et aussi première secrétaire nationale déléguée du Parti socialiste. Et puis Stéphane Troussel, président du département de Seine-Saint-Denis, 1 650 000 habitants, donc on voit la progression territoriale. C'est une densité de 7 000 habitants au kilomètre carré, donc ville dense. Et nous avons un triste point commun entre le département de l'Aude et la Seine-Saint-Denis, c'est que nous sommes souvent dans le haut de classement de population avec un fort pourcentage de taux de pauvreté. Je rappelle que le pourcentage de personnes au niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté. Voilà, donc ça c'est 3 élus locaux. Et puis nous avons Raphaël Yorquin, qui est communicant, essayiste, co-directeur de l'Observatoire Marque Imaginaire de Consommation et Politique à la Fondation Jean Jaurès, qui travaille notamment sur l'articulation marque et politique, et dont les dernières publications sont Les masques de l'extrême droite et La marque Macron. Et nous allons commencer par vous, Raphaël Yorquin, pour interroger sur quel est votre regard, poser un cadre général et ouvrir les échanges. Quel constat, quelle est la traduction de ces crises sur les comportements citoyens et les défis des élus locaux, d'après vous ? Merci beaucoup, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là. Donc, c'est la première fois que je participe à Blois. J'étais souvent en tant que participant anonyme dans la salle, donc me voilà sur scène. C'est un petit moment émouvant. Alors, vous l'avez dit, moi j'ai un angle plutôt communication et opinion au sein de la Fondation Jean Jaurès. Et je me suis rendu compte, en préparant un peu nos échanges, que j'avais travaillé sur quasiment toutes les crises que vous avez mentionnées en introduction. Alors, peut-être 2 petites remarques introductives pour lancer nos échanges.
La première, c'est que quand on regarde crise sanitaire, crise sociale, crise écologique, crise géopolitique, le premier enseignement, et ce qui me frappe, c'est qu'on n'a pas simplement une succession chronologique de crises, on a des crises qui s'accumulent, qui se superposent et qui s'agrègent les unes aux autres. Je trouve que c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, et ça produit des effets très concrets pour les décideurs publics. C'est que lorsqu'on est confronté à une nouvelle crise, on n'est pas face à un public vierge des crises précédentes, au contraire, on l'affronte avec un legs. Je vais prendre un seul exemple qui me semble hyper illustratif. L'un des legs de la crise sanitaire, il y en a plein, hein, mais là je prends ma casquette d'opinion, c'est qu'au cours de cette crise sanitaire, on a vu se former, et c'est très marquant dans toutes les études d'opinion, une défiance énorme vis-à-vis du discours public et la structuration massive d'un discours complotiste qui autrefois existait sous la forme totalement marginale et qui est devenu totalement structurant dans l'opinion publique. C'est-à-dire qu'il n'est plus la question simplement d'impopularité des gouvernants, mais on remet en cause la légitimité même du décideur public à prendre des mesures d'intérêt général. Ça, c'est le legs de la crise sanitaire. Lorsqu'on se retrouve à devoir affronter l'une des crises majeures, qui est déjà là malheureusement, mais devant nous, celle du XXIe siècle, qui est la crise écologique, eh bien on voit se former des comportements d'opinion, de climato-complotistes, qui étaient totalement marginaux il y a encore quelques années, mais c'est l'un des legs de le discours sanitaire. Il y a des études de la Fondation Jaurès avec l'Institut Cluster 17 qui l'ont parfaitement montré, et une reconfiguration d'acteurs complotistes sanitaires qui se mettent à publier massivement des contenus complotistes sur la crise écologique. Ce qui fait qu'on a un taux d'acceptabilité très fort, ça a été testé dans les études d'opinion, sur des narratifs du type la transition écologique n'est en fait qu'un plan gouvernemental destiné à mieux gouverner et à mieux enserrer la population. On a des taux d'acceptation qui sont très 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 forts, de l'ordre de 30 à 35%. Voilà. Donc premier enseignement, on a des crises qui se succèdent et des legs que l'on doit assumer. La bonne nouvelle, et c'est peut-être l'un des enjeux de cette table ronde, c'est que toutes les enquêtes d'opinion montrent que l'élu local, c'est encore le messager de confiance auprès de qui on a le plus confiance pour affronter toutes ces crises. Donc, d'où une responsabilité peut-être accrue pour bien faire comprendre, bien parler, bien transmettre les messages pour essayer de faire baisser ce taux de défiance. Deuxième remarque très rapide, qui concerne peut-être plutôt ce qu'on appelle souvent le vivre ensemble. Parmi les centaines de statistiques et de données concernant la situation de la société française, il y en a une qu'on ne cite quasiment jamais, mais que je trouve super structurante pour comprendre un peu le moment qu'on vit. C'est le chiffre suivant. 41% des Français n'ont pas le sentiment d'appartenir à aucune communauté, quelle qu'elle soit nationale, linguistique ou de valeur. C'est énorme. C'est d'autant plus énorme que lorsqu'on compare avec nos voisins européens, on est le pays où cette proportion est la plus forte. On a souvent entendu l'idée selon laquelle on est une société d'archipel. Eh bien, au fond, l'un des principaux risques que l'on voit, c'est que ce n'est pas simplement un risque d'archipélisation, c'est un risque d'anomie. C'est ce sentiment qu'on n'appartient plus à aucune communauté. Et donc une espèce d'individu en particules détachées qui n'arrive plus à se sentir appartenir à une forme collective. Là aussi, responsabilité des élus. Je lisais cet été, avec beaucoup de retard, 30 ans de retard, les lieux de mémoire de Pierre Nora. Il y a un article très intéressant sur le local, donc publié en 92, et qui faisait l'histoire de l'articulation constante et des va-et-vient constants entre le national et le local dans le sentiment d'appartenance collective. Bon. Peut-être est-on à un moment où, puisqu'on a la difficulté de faire nation, eh bien en parallèle, les élus locaux ont peut-être la responsabilité de recréer des formes d'appartenance collective à des échelles territoriales peut-être plus restreintes, à l'échelle d'une ville, d'un département, d'une région. Voilà. Et donc, voilà, deux remarques introductives très rapides, et je serai très heureux d'avoir votre retour. Merci Raphaël. On va commencer par une première série de questions aux trois responsables, aux trois élus. Pour vous, donc vous étiez déjà en responsabilité avant l'émergence de ces crises. Donc vous pouvez avoir le recul pour nous donner votre analyse, le constat
de cette évolution. Qu'est-ce qui s'est passé sur vos territoires? Comment ont évolué les comportements des habitants, de vos populations? Quels sont donc vos constats? Quelles sont aussi vos inquiétudes et peut-être aussi vos espérances dans ce contexte-là? On commence par Vincent Lemot. Merci et bonjour à toutes et à tous. Et c'est avec un grand plaisir que je participe à cette table ronde très matinale qui nous permet d'appréhender des sujets hautement symboliques, mais majeurs aussi dans leur retranscription dans le quotidien de nos concitoyens. Pour resituer les choses, je viens d'un territoire breton où on allie la modération aux saines colères. Je dis bien aux saines colères. C'est-à-dire que notre territoire pauvre, territoire excentré par rapport au centre de décision en général, a toujours réussi à avancer parce que les gens ont été capables de se confronter, de s'affronter, mais de s'entendre et de construire. Et au bout du compte, c'est un peu la vieille logique bretonne du compromis qui se mettait en place. Vous voyez, déjà, je mets un peu au passé déjà ce verbe, parce qu'effectivement, les choses ont bougé ces 20 dernières années. Et j'ai pu vérifier ces évolutions, puisque j'ai été élu conseiller général pendant de nombreuses années auprès de Claude Breton, l'ancien président de la FNSR qui est ici. Et nous avons eu le cesse d'avoir toujours le souci du dialogue et de la concertation. Des outils indispensables pour faire avancer toute organisation humaine, et notamment la plus ultime, la démocratie, avec l'outil efficace qu'est la République. Aujourd'hui, effectivement, depuis ces crises qui ont débuté en 2008, et moi j'ai pris de plein fouet cette première crise de 2008 avec la crise des subprimes et les conséquences financières quasi immédiates sur les collectivités territoriales, avec un Sarkozy qui met en place un bouclier fiscal qui fait en sorte que les collectivités n'ont plus les moyens d'agir, alors que dans le même temps, on demande par l'effet de la décentralisation, on demande aux collectivités territoriales de devenir plus influentes dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Le paradoxe est complet. On donne relativement moins de moyens à des pouvoirs locaux qui assument de plus en plus leur mission de service public. Et ça, c'est une première notion qu'il faudrait resituer dans les crises. Où est le service public aujourd'hui pour être le régulateur de toutes les tensions dans notre société? Et quand on décline la logique de service public, on part effectivement de la commune de 75 habitants, que je connais dans mon territoire, plus petite commune de l'agglomération Guingamp-Paimpol, jusqu'à l'Europe, dans son organisation aussi des grands services publics. Et on voit effectivement la disparition du service public parce que je crois que l'on a trop théorisé la décentralisation comme des actes techniques, alors qu'on a eu ces débats-là souvent dans nos instances fédérales et dans nos instances régionales. La décentralisation, c'est un outil politique au service d'une nation, pas de communauté, de nation. Je refuse et je récuse le terme de communauté laïque comme je suis. Donc on voit effectivement que la décentralisation n'a pas été effectivement utilisée lorsque nous étions au pouvoir ou pas au pouvoir. Quand c'était la droite, c'était des transferts financiers, hein, sans compensation, des transferts de compétences sans compensation financière. Et nous, quand on a été au pouvoir, avec la loi NOTRe, je suis un président enfant de la loi NOTRe, et la loi MAPTAN, ont, à mon sens, pas été aboutis. Peut-être parce qu'on n'a pas été bon en 2017 pour ne pas reprendre le pouvoir ou conserver le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, on voit effectivement que les différenciations d'actions publiques dans notre pays deviennent de plus en plus fortes. Et l'égalité citoyenne, l'égalité réelle entre nos concitoyens n'est pas le même entre une famille qui habite à Locquenvel, merveilleux village des Côtes-d'Armor, et dans une métropole rennaise ou brestoise. Et ça, aujourd'hui, les gens s'en rendent compte, et la succession des crises sociales qui s'expriment aujourd'hui en milieu rural, de ce point de vue, montre un besoin de service public, parce qu'il y a un sentiment de délaissement et il y a un sentiment de déclassement de nos populations. Et on le voit par un phénomène tout simple, c'est la montée de façon explosive du Front National dans des territoires, Claudie, où on voyait le Front National à 3% dans mon territoire. Quand j'ai été réélu conseiller général dans le canton de Bégard en 2015, le Front National faisait 21%.
alors que nous étions à 48%, la gauche réunie, PC et PS. Donc, on voit effectivement que nos concitoyens ont eu une rupture avec la société française dans nos territoires et les choses s'accélèrent effectivement avec cet effet cumulatif, superposé. Moi, j'adhère totalement à votre analyse. Ce n'est pas simplement une succession de crises, non, c'est une superposition de crises. Et avec, je vais reprendre qu'une note que je voudrais compléter par rapport à vous, c'est l'obscurantisme qui prend place aisément dans le débat public au lieu et place de la science. C'est-à-dire que le raisonnement, la raison, la logique qui amène un raisonnement, qui nous demande du temps, beaucoup de pédagogie, on se fait littéralement écraser par l'immédiateté de l'imbécilité exprimée dans les médias, qui ne soient pas que réseaux sociaux, hein. Partout aujourd'hui, on le voit bien. Et d'une certaine manière, nous, élus locaux, nous sommes, excusez-moi du terme un peu vulgaire, à la ramasse lorsqu'il s'agit de réagir. Et du coup, il y a une crise de confiance, une crise de fiabilité des élus locaux, et j'ai fait, comme d'autres élus ici aussi, l'objet de menaces, d'actes attentatoires à l'intégrité physique. Il a fallu que je dépose plainte 3-4 fois, il a fallu que je porte plainte contre ma voisine que je connais depuis 40 ans. Donc à un moment donné, on peut se dire effectivement que nos outils républicains ne sont plus adaptés à l'enjeu dans lequel nous sommes. Donc le constat, il est peut-être un peu pessimiste, mais il y a des solutions d'action, et je sais qu'il y a des questions par la suite. Johanna Roland, même question. Merci, bonjour d'abord à chacune et à chacun. Ravie de vous retrouver ce matin. Je salue Benoît Arrivé, Hélène Geoffroy et puis toutes celles et tous ceux qui sont dans la salle. Peut-être pour démarrer sur la question des inquiétudes. Pour moi, les premières inquiétudes, c'est la situation concrète des Françaises et des Français. Nos inquiétudes à nous, hommes et femmes des gauches, c'est de savoir, de sentir la montée des précarités, les difficultés d'accès au logement, les craintes pour la sécurité, les craintes des Français pour l'avenir de leurs enfants, l'éco-anxiété, la fragmentation aussi, vous l'avez évoqué en référence avec la question des archipels. L'inquiétude, c'est le fait que les Français vivent mal et que globalement, les Français ne vont pas très bien. Face à cela, moi je crois que nos concitoyens, ils ont besoin à la fois de protection pour aujourd'hui, et de perspectives pour l'avenir. Et la réalité, c'est que le gouvernement actuel ne leur apporte ni l'un ni l'autre. Ni protection pour aujourd'hui, ni perspective pour l'avenir. Je vais juste partager une anecdote. Comme présidente de France Urbaine, j'ai participé à ce grand machin que le président avait lancé, le Conseil national de la refondation. On va au premier, c'est à Marcoussis, symbole du rugby, le PAC qui va relever le pays et tout le tintouin. On a deux diagnostics, un diagnostic financier, un diagnostic climat. Avec Laurent Berger, le patron de la CFDT, et Christophe Robert, le patron de la Fondation Abbé Pierre, on se met d'accord tous les trois, on intervient et on dit au président, mais vous n'avez pas l'impression qu'il manque un diagnostic social là, dans la démarche qui est proposée? Oups, il l'avait oublié. Il nous dit, pas de problème, la prochaine fois, on va le faire. Deuxième CNR, à l'Élysée, ils nous font venir un énarque, super, formidable, qui, sans exagérer, pendant 1h30 de PowerPoint, nous explique que la France est plus redistributrice que les États-Unis, histoire de dire la redistribution, la lutte contre les inégalités, mollo, quoi. Autant vous dire qu'on était content d'être venu une journée entière à l'Élysée. On a un peu de boulot hein, dans nos villes, qu'elles soient petites, grandes ou dans nos départements, pour apprendre ça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une non-compréhension, vraiment, je crois, pour en avoir discuté en marge de ce CNR avec un certain nombre de ministres, qui nous disent mais comment ça, vraiment, il y a des questions de pouvoir d'achat? Comment ça, vraiment, il y a des gens qui, au quotidien, vivent mal? Comment ça, il y a des étudiants qui doivent sauter des repas pour vivre? Donc je crois que la première inquiétude, c'est la réalité des Français et la non-compréhension par ce gouvernement de la réalité des Français, avec, je crois, 3 dimensions. La première, tu l'as évoquée, c'est la baisse des moyens. Et au-delà de la baisse des moyens, ce qui, à mon sens, est encore plus grave, c'est que ça vient chercher, en fait, l'autonomie fiscale. Et donc, l'autonomie des collectivités, parce que nos collectivités, elles n'ont pas vocation à être des simples courroies de transmission d'une politique nationale. Tous, qu'on soit dans l'urbain, dans le rural, dans des petites villes ou dans des grandes villes, on invente tous les jours, on invente des réponses. Et ce qui est en train d'être nié, derrière l'autonomie financière et l'autonomie fiscale, en réalité, c'est la libre administration des collectivités locales. Donc ça, pour nous, hommes et femmes de gauche, je crois vraiment que c'est un combat. La deuxième chose, je crois, qui a bougé, vraiment, c'est l'absence de cap du côté de l'État. Je vais prendre un seul exemple.
La Première ministre, cet été, a annoncé 2 milliards de plus pour un fonds vert qui avait été annoncé en grande pompe. Ça fait 2 plus 5, 7 milliards. Aujourd'hui, globalement, dans le pays, tout le monde est d'accord pour dire que pour relever vraiment le défi climatique, il faut 70 milliards. Ce chiffre, il ne sort pas d'un bureau national du Parti socialiste, où on l'aurait inventé pour embêter Emmanuel Macron. Il sort des recherches de Pisani-Ferry, qui est un de ceux qui a accompagné Macron dans l'élaboration du programme, etc. Ça veut dire que ce qui est mis sur la table aujourd'hui par le gouvernement, c'est à peine 10% de ce qui est reconnu comme nécessaire pour embarquer sur le réchauffement climatique. Avec les associations d'élus, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de réunions et de moins en moins de décisions. Même Gilles Legendre, qui est un député Renaissance, dans les colonnes de l'Opinion cet été, c'est tout récent, le 21 août, interpelle le président sur la crise de décision publique. Cette impuissance-là, elle contribue à l'inquiétude. J'ai vu que dans l'étude que vous avez menée sur la France des modérés, c'est pas tout à fait ça le titre, mais vous aviez mené une étude 1 an après les législatives, où en sont ceux qui étaient plutôt en adhésion au programme d'Emmanuel Macron. On voit dans ce travail que vous avez fait que même eux sont dans cette inquiétude, notamment sur l'éducation, notamment sur la santé, sur ce qui sont au cœur de nos fondamentaux, nous, gauche et socialistes. Et ça nous permettra de basculer du côté de ce qui doit nous donner espoir. Et puis, pour finir, peut-être dire que derrière cette crise de l'immobilisme, je crois, et d'une forme d'impuissance publique provoquée par le gouvernement, il y a un vrai risque démocratique. Parce que quand il y a des crises aussi fortes, vous l'avez rappelé, sanitaires, écologiques, sociales, et qu'il n'y a pas de réponse publique, qu'il n'y a pas de réponse politique à la hauteur, parce que crise des Gilets jaunes, ça a été quoi la réponse du gouvernement? Le grand débat, et puis rien. Les retraites, ça a été quoi la réponse? 49.3, et puis rien. Les émeutes urbaines, ça a été quoi la réponse? Des maires reçus à l'Élysée, j'y reviendrai, et puis rien. Quand il n'y a pas de débouché politique aux crises dans le pays, on sait que c'est le terreau des populismes et des extrémismes. Et ça, je crois que ça doit vraiment nous préoccuper. Et pour finir, derrière cette crise démocratique, on voit bien qu'on a à la fois la montée des violences, tu l'as dit, y compris des violences à l'égard des élus locaux. Je crois que ce n'est pas un petit sujet. C'est un sujet qu'on doit aborder avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'engagement. Et je terminerai en vous invitant à prendre connaissance, pour vous en offusquer, de l'interview du président de la République ce matin, qui quand même, dans une interview fleuve dans Le Point, on lui dit « C'est quoi votre point de vue sur la décentralisation ?» Eh bien, chers collègues, chers amis, je vous l'apprends, il choisit 2 mots pour parler de vous, pour parler de nous, confus et coûteux. Eh bien, je vous le dis, les amis, vous n'êtes ni confus, ni coûteux. Vous êtes indispensables, indispensables à ce pays, indispensables pour apporter des réponses. Vous voyez quand même le niveau d'amnésie et d'hypocrisie. Pourquoi j'utilise ces 2 mots? Crise des Gilets jaunes, la seule chose qu'il a fait, c'est dire on a besoin des maires, on a besoin des maires, on a besoin des maires, puis de jouer de l'opposition. On a besoin des maires dans le rural, attention les grandes villes, comme si les inégalités, elles ne se ressemblaient pas au final. Émeute urbaine, un certain nombre de maires ici y étaient, invités à l'Élysée, pour ensuite oublier, quand c'est la mouise, on fait appel aux maires, et dès que la vie reprendrait son cours normal, on est sur quelque chose qui, à nouveau, vient opposer les Français les uns aux autres, et en particulier ceux qui, en réalité, sont les premiers à porter au quotidien le pacte républicain de ce pays. Merci Johanna. Stéphane Troussel, même question. Donc, c'est quoi les constats sur les habitants de la Seine-Saint-Denis et la vision du président du département de Seine-Saint-Denis? Merci. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Très heureux moi aussi de vous retrouver à l'occasion de ces universités d'été, de la FNESER et ensuite ce campus du PS. Ce qui me frappe, et d'ailleurs dans les interventions des uns et des autres, ça me conforte dans ce point de vue, y compris, je n'avais pas forcément pensé remonter à la crise financière de 2008, mais la première des choses que je veux dire, c'est que finalement, à chaque fois, peut-être qu'on l'oublie, mais les différentes crises, c'est toujours des révélateurs, toujours des miroirs grossissants. Ça exacerbe un certain nombre de caractéristiques dans nos territoires. Et du coup, je reviens à ce que disait Vincent sur la crise financière. Il disait la crise financière, les difficultés
pour nos concitoyens comme pour les collectivités. C'était la crise des subprimes aux États-Unis, mais ça s'est traduit aussi par des déséquilibres financiers dans nos économies et dans nos collectivités. Typiquement, moi, dans le département qui est le mien, c'est la crise, ça se traduit par les emprunts toxiques, et j'ai une collectivité qui en a 93%. Donc quand je dis c'est un effet grossissant, typiquement, dans un territoire pauvre, une collectivité avec des moyens plus importants, cette crise-là, elle a plus d'effets, y compris parce que les petits malins de Dexia, quand ils ont revendu ces emprunts toxiques à toutes les collectivités, ils avaient bien évidemment ciblé des collectivités faibles, avec des ressources financières faibles et des besoins énormes. Je reviens plus précisément aux dernières crises qu'on a vécues. Je pense en particulier à la crise sanitaire, qui a été là aussi un révélateur, un miroir grossissant des inégalités. Dans mon département, dès les premiers jours de cette crise, bien évidemment, comme toujours s'agissant de la Seine-Saint-Denis, on a le droit au discours habituel. S'il y a une surmortalité, plus 130% comparé aux départements voisins, par exemple des Yvelines, ou aux comparaisons avec l'année précédente. C'est bien évidemment pas parce que les habitants de la Seine-Saint-Denis ne respecteraient pas les règles du confinement, mais c'est tout simplement parce qu'ils sont plus pauvres, ils habitent dans des logements moins bien isolés, et par ailleurs, c'est des travailleurs essentiels, donc eux continuent à prendre les transports quand d'autres s'étaient carapatés dans leur résidence secondaire. Et donc, bien évidemment, ils subissent plus les effets d'une crise sanitaire comme celle-ci. La crise sociale liée à l'inflation ou à l'augmentation des matières premières, de l'énergie ou de l'alimentation, bien évidemment, ils la subissent plus encore que d'autres. Et je vois dans les fils, c'est le cas dans bien d'autres territoires, bien évidemment, de distribution alimentaire, des publics qu'on n'avait pas l'habitude de voir précédemment. Je pense en particulier aux étudiants, je pense également à des familles dont un ou les deux parents travaillent, mais qui, face justement à cette inflation, sont contraints aujourd'hui. Je crois que c'est 50% de ceux qui sont dans des fils de distribution alimentaire qui ne l'étaient pas il y a 2 ans. Donc c'est dire effectivement l'aggravation de la situation. Si je remonte, si je prends cette crise on va dire les émeutes, les violences urbaines qui ont suivi la mort du jeune Naël, là encore, bien évidemment, dans des territoires très jeunes, très pauvres comme les nôtres, alors même si, contrairement aux émeutes de 2005, elles ont touché davantage de villes en province, néanmoins, elles ont eu, là encore, dans des territoires populaires très urbanisés comme les nôtres, une dimension beaucoup plus forte, notamment. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir dans ces journées de réflexion et de débat, mais notamment parce que je crois, moi je fais partie de ceux qui considèrent que c'était des messages politiques sur la relégation ou sur l'absence de transformation dans ces territoires. Je pense surtout que c'était des phénomènes d'identification de jeunes et parfois très jeunes à ce jeune Naël, notamment à cause de la relation très dégradée entre une partie de la jeunesse et la police dans notre pays. Et que dans un pays, dans la République française, qui tient debout, en particulier grâce à ces grands services publics, la police, la justice, l'éducation et la santé, quand il y a l'affaissement de ces services publics ou quand il y a une si grande dégradation de la relation entre une partie de la population et ses services publics, eh bien, ça se traduit par des phénomènes particulièrement durs et violents. Mais pour pas non plus être dans un message, un discours exclusivement inquiet ou pessimiste, parce que tu disais que nos territoires se ressemblent, notamment par à la fois le niveau de pauvreté, mais aussi dans un département comme la Seine-Saint-Denis, je connais un peu moins l'Aude, mais par la très grande jeunesse de la population. Seine-Saint-Denis, c'est un département où les moins de 30 ans représentent plus de 35% de la population, et donc avec une démographie qui continue à être particulièrement dynamique.
Or, dans un pays, dans un continent qui est en train de vieillir, et alors qu'on va affronter le défi du vieillissement de la population, je vous invite à lire tous les textes, toutes les tribunes de nos amis, que ce soit Jérôme Gage, Luc Broussy, qu'ils ont pu publier dans les dernières semaines. Le nombre de nonagénaires va doubler entre 2030 et 2050. C'est bien évidemment, je ne sais pas s'il y a des élus de la Creuse ou de territoires ruraux ou d'autres où la part des populations âgées est bien plus importante qu'en Seine-Saint-Denis, mais bien évidemment, il va falloir accompagner, et il va falloir accompagner ces nonagénaires, en particulier par des personnes, et en particulier de la main-d'œuvre, et de la main-d'œuvre jeune. Elle est en particulier dans nos territoires. Quand il va falloir enfin changer de braquet, Johanna le disait, sur la transition écologique, il y a des gisements d'emplois et de métiers qu'un certain nombre de populations de nos territoires auxquels ils vont pouvoir accéder. Quand on va prendre conscience des défis migratoires que ça va poser à nos territoires, avec l'explosion démographique de l'Afrique face au continent européen qui est en train de vieillir. Là encore, des territoires, des populations jeunes, diverses, ouvertes sur le monde. Je crois que c'est des atouts considérables. Donc moi, ce que je voudrais surtout, au-delà des difficultés réelles, et on a parfois dans nos territoires le sentiment d'écoper les difficultés comme un océan qu'on écope à la petite cuillère. Mais néanmoins, je voudrais surtout qu'on arrive à convaincre le pays que l'énergie, la vitalité, elle est en particulier dans ces territoires sur lesquels le pays doit absolument s'appuyer pour faire face aux défis qui l'attendent. Merci pour cette première série de questions donc, sur un partage des analyses, des constats. Deuxième question, du coup, c'est comment avez-vous pris le taureau par les cornes dans vos fonctions respectives? C'est-à-dire quelles actions concrètement vous avez menées face à ces constats, ou être en train de mener, ou est-ce que vous projetez pour essayer de changer les choses et d'avoir un impact, d'influencer les changements et dans cette action, quels sont les points forts qui accompagnent votre action et quels sont les freins qui compliquent votre action? Donc c'est en réponse à ces constats, comment vous, en tant qu'élu et responsable politique, vous pouvez agir sur votre territoire. On commence par Johanna. La première chose peut-être, c'est que nous, élus locaux, quand on prend une décision, on voit ses effets concrets, très vite. Qu'il soit positif ou qu'il soit négatif. Quand un service public est supprimé, par exemple, pour nous, ce n'est pas une ligne Excel sur un tableau qui est effacé. C'est concrètement des habitants qui se retrouvent en difficulté. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se mobilise, on s'oppose, on invente, on propose. Certes, on n'a pas tous les leviers. On ne décide pas de la création et du maintien d'un service d'urgence. En revanche, tous, on organise des centres de santé ou des maisons de santé. Pendant que le gouvernement tergiverse, Stéphane y a fait référence sur enfin aller vers une loi grand âge, on soutient nos EHPAD, on soutient les personnes âgées par de multiples dispositifs. Pendant que le gouvernement déserte le champ du logement, qui est pourtant une condition indispensable de la dignité de chacun, on prend nos responsabilités sur ces sujets-là. Ensuite, pour donner des exemples concrets, peut-être sur les différentes crises que tu as évoquées au début, je vais peut-être commencer par la crise sanitaire. Ce qui a été, je crois, le plus visible, ça a sans doute été les centres de vaccination. La vérité, c'est qu'il n'y aurait pas eu de centre de vaccination partout dans le pays s'il n'y avait pas eu la mobilisation des collectivités locales. Chez moi, à Nantes, c'est 130 agents en équivalent temps plein, en permanence, pendant des mois, pour pouvoir faire. Moi, j'ai vu des préfets de la République se retourner et constater l'effondrement de la puissance logistique de l'État. Se retourner et voir que l'État seul, sauf peut-être si le choix avait été fait de faire appel à la défense, ce qui n'avait pas été le choix stratégique retenu, était incapable concrètement. Moi, j'ai vu des préfets dire tout simplement des lits, on n'en a pas. Des questions de matériel, des questions d'organisation, des questions de savoir-faire. Donc oui, les collectivités, elles sont celles qui ont mis en place les centres de vaccination pendant la crise sanitaire, qui ont inventé des choses pour aller au-delà de celles et ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner ou qui étaient inquiets. On a aussi fait tout ce travail de mise en relation sur le registre de l'espérance. Je vais donner un exemple. À Nantes, on a très tôt mis en place une plateforme d'entraide parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait des gens
cette crise a aussi fait ressortir du bon, qui nous disait « moi je veux aider, je suis étudiant et je suis prêt à venir aider une personne âgée qui serait en difficulté pour aller faire ses courses. Je suis commerçant, j'ai des aliments, la décision vient de tomber que je ne vais pas pouvoir utiliser, à quelle association caritative je peux la redonner ?» Et je crois qu'une collectivité locale moderne, un élu moderne, il se reconnaît pas simplement par ce qu'il fait lui-même, par la puissance publique, mais aussi par la capacité à aider, à mettre en lien les énergies et les initiatives qui existent sur nos territoires. On a mis en place sur le champ des mobilités, vous savez, ce qu'on avait appelé ces pistes Corona, qui étaient les pistes vélos provisoires. Ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'un certain nombre des solutions que nous avons inventées pendant la crise sanitaire, elles ont perduré après la crise sanitaire. La plateforme d'entraide que j'évoque, certaines distributions alimentaires parce que c'était nécessaire. Et puis je voudrais terminer sur ce sujet en saluant aussi la capacité d'inventivité des agents du service public, des fonctionnaires qui parfois sont décriés, un peu snobés. Je vais donner un exemple très concret. À Nantes, chez moi, au bout de 3-4 semaines, je crois, de confinement, les jardiniers de la ville, on a un service des espaces verts très très fort, sont venus me voir en me disant, voilà, nous on se sent un peu inutile dans ce moment qui est un gros défi pour le pays. On n'est pas considéré comme métier essentiel. On a eu une idée. Je ne sais pas si vous seriez d'accord, mais on veut vous la proposer. OK, allez-y. On voudrait vous proposer de faire pousser des légumes de première nécessité dans nos parcs et jardins. J'ai dit OK, banco, on y va. On a monté tout un projet qui perdure aujourd'hui, où à Nantes, dans les parcs et les jardins, vous avez des fruits et des légumes qui poussent. Ce n'est pas du tout cosmétique. Ce n'est pas du tout anecdotique. On a monté à travers ça un partenariat avec la Banque alimentaire, avec les grandes associations de précarité, pour derrière faire du lien, pas être dans une logique, j'allais dire, de charité ou de paternalisme, mais bien une logique de projet partagé. Et la fierté de ces agents, d'avoir du coup, par leur métier, contribué concrètement à un mieux vivre des habitants, a vraiment été très fort. Sur le registre des exemples d'action sur la crise sociale, peut-être évoquer 2-3 décisions que nous avons prises. Nous, on a mis en place une tarification solidaire à la fois sur les transports en commun, ça existe dans un certain nombre d'endroits. On l'a fait aussi sur le stationnement résident voiture. Alors là, ça a été un autre sujet, parce que dans un pays comme la France, commencer à dire que son stationnement, vous allez le payer en fonction de votre niveau de revenu. Quand on dit « est-ce que l'espace local est aussi politique ?», je peux vous garantir que quand vous prenez ce type de mesure, vous voyez que oui, l'espace local peut aussi être politique. Et puis on l'a fait sur la tarification solidaire aussi sur l'eau. On a beaucoup travaillé en lien avec le département et son président Michel Ménard en doublant le fonds de solidarité logement pour accompagner là aussi sur le champ. Et très récemment, face à l'inaction de l'État sur le sujet, alors qu'une de nos députées avait fait cette proposition de loi majeure du repas à 1 € pour les étudiants, puisque le gouvernement a décidé de rester sourd à cette proposition, qui en plus avait été travaillée très collectivement, j'ai fait le choix d'ouvrir les aides sociales du CCAS aux moins de 25 ans. Normalement, ce n'est pas dans les cadres du mode d'organisation en France, mais face à la réalité telle qu'elle s'impose, nous, on n'a pas eu envie de faire comme si on ne voyait pas que des sujets se posaient. Et puis peut-être pour terminer par une ou deux illustrations sur la crise climatique, je pense que définitivement la force de l'action locale, c'est qu'on est capable de passer du slogan à la preuve. Que changer la vie, quand par exemple on fait la gratuité des transports en commun partielle ou totale à Nantes, à Nancy ou à Montpellier, on voit concrètement, immédiatement l'effet, et en termes de pouvoir d'achat, et en termes de climat, et en termes de soutien au commerce de proximité. Et ça, c'est vrai partout dans le pays. Quand Emmanuel Gazelle à Millau se bat avec courage pour piétoniser et se heurte aussi à des conservatismes, parce que les forces rétrogrades, elles existent, eh bien, je crois que ça doit nous donner de la force à tous. Et il me semble qu'un des enjeux de la FNESR, mais plus globalement du travail que nous avons à faire en commun, c'est aussi la capacité à donner à voir de ce qui se passe, à partager nos bonnes pratiques, puis aussi d'accepter de partager quand on n'y arrive pas. Parce que ce n'est pas tellement dans la culture française. On est quand même très forts tous pour dire voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on n'a pas réussi à faire. Ben moi, je vais donner un exemple
de ce qui est compliqué aujourd'hui quand on est maire. C'est que tout le monde oublie qu'on a eu 18 mois de Covid. Et la vérité, c'est que la plupart de nos grands projets, ils sortiront avec 18 mois de retard. Et que c'est moyennement compatible avec un cycle électoral. Je donne cet exemple, je sais qu'il inquiète beaucoup d'élus aujourd'hui, et je nous invite à partager avec un peu d'honnêteté ce qu'on sait faire, bien faire, mais aussi ce à quoi on est confronté pour trouver des solutions. Merci Johanna. Stéphane Troussel, en Seine-Saint-Denis, alors les actions concrètes ou en cours face à ces bouleversements? Là, je veux aussi revenir sur ce que disait Johanna, parce que ça a été pour moi aussi un constat, le même, et alors que la Seine-Saint-Denis est un grand département urbanisé près de Paris, donc près du pouvoir central, et où les préfectures ont, je crois, encore un petit peu plus de moyens quand même que dans des territoires plus éloignés du pouvoir central. Mais j'ai été moi aussi très frappé par cet État qui s'est finalement révélé une fois encore, et surtout une fois de manière assez forte, totalement désarmé. C'est-à-dire un État qui désormais dans notre pays, de toute façon, et encore une fois, ce constat est peut-être un peu moins vrai dans un territoire comme le mien, mais un territoire, un État local qui désormais, pour pouvoir agir et mettre en œuvre les politiques décidées par le gouvernement, de toute façon, doit prendre son téléphone, appeler le président du département du coin, appeler le ou la maire de la grande ville du territoire. Sinon, il ne peut pas appuyer sur un bouton et avoir des hordes de fonctionnaires qui se mettent à agir. Parce que la réalité, c'est qu'à force de réduction des dépenses publiques, du périmètre de l'action publique, l'État s'est désarmé pour pouvoir agir et mettre en œuvre, encore une fois, les politiques publiques qu'il décide lui-même. Quand mon préfet de la Seine-Saint-Denis m'appelle pour me dire « Monsieur le Président, vous êtes partant pour que, avec le maire des Saint-Denis, on monte un méga centre de vaccination au Stade de France », de toute façon, il sait que pour le mettre en œuvre, il a besoin de moi et du maire de la grande ville du coin pour pouvoir le rendre opérationnel, effectif. Sinon, ça ne marche pas. Il n'a pas les moyens humains, techniques, financiers, logistiques pour agir. Donc ça, c'est également le premier constat. Deuxième constat, c'est qu'effectivement, ce qui a été très frappant dans cette période pour moi, je pense en particulier donc à la crise sanitaire, c'est cette capacité qu'ont eu nos collectivités, bien sûr plutôt les plus grandes, celles qui sont les plus staffées, d'ailleurs je pense que ça devrait nous inciter quand même à réfléchir aussi quand même un peu à notre organisation, mais cette capacité à déployer tout de suite de l'action publique nécessaire à ce qu'étaient en train de vivre nos concitoyens. Et donc, comme d'autres, on a mis en œuvre de la distribution alimentaire, on a rouvert des cuisines qui étaient fermées avec des agents volontaires, parce que les associations caritatives, y compris compte tenu du vieillissement de leurs militants, du bénévolat, elles étaient fermées dès les premiers jours, et donc tous ceux qui ont besoin d'aide n'avaient plus rien. Donc on a rouvert des cuisines pour pouvoir produire des repas et les distribuer par nous-mêmes. Tous nos agents au département qui étaient en télétravail se sont portés volontaires pour animer une plateforme d'appels téléphoniques. 50 000 appels qui ont été passés auprès des personnes âgées ou personnes en situation de handicap qui étaient isolées pour vérifier ce dont elles avaient besoin, comment on pouvait les prendre en charge pendant cette période. Distribution de matériel informatique aux familles des collégiens qui n'étaient pas équipés en particulier pendant cette période. Distribution de chèques alimentaires à tous les collégiens au-dessus d'un certain niveau de revenus, en dessous d'un certain niveau de revenus, pour leur permettre de faire face aux dépenses liées au fait qu'il n'y avait plus les cantines qui fonctionnaient. Si je pense, bien évidemment, Johanna le disait, mais pareil pour les centres de vaccination, la capacité qu'ont eu les communes en lien avec le département à ouvrir des centres de vaccination. Nous, on l'a fait dans des collèges de Seine-Saint-Denis pour déployer une action de proximité, notamment à partir du constat que l'on faisait dans notre département où, alors même, et c'est vrai, l'ARS, l'Agence régionale de santé, nous donnait plus de doses de vaccins pour tenter de rattraper le retard, parce qu'il
y avait un certain nombre de territoires où le pourcentage de vaccination de la population était très faible. Tout simplement pourquoi ? Parce que c'est bien beau depuis le ministère de la Santé et ses agences régionales de mettre en place un système de vaccination par Doctolib. Mais quand vous avez des populations qui sont éloignées, qui sont âgées, qui la fracture numérique, ça ne suffit pas de faire Doctolib. Donc il a fallu développer des actions de proximité, aller chercher des populations qui sont éloignées des messages de prévention et de soins. Et d'ailleurs, et là encore, je rejoins Johanna, c'est à l'occasion de cette crise sanitaire qu'on a mis en place en Seine-Saint-Denis et qu'on l'a fait perdurer ensuite, une académie populaire de la santé où, justement, en constatant que les messages officiels de prévention, de soins ne fonctionnaient pas, eh bien, on a initié une académie populaire de la santé où chaque année, on forme une cohorte d'une trentaine d'habitants pour aller eux-mêmes auprès de leurs pairs, auprès de leurs communautés respectives, auprès de la cage d'escalier dans son quartier, et bien, développer des messages de prévention, de soins pour justement lutter contre les difficultés qu'on a à faire passer un certain nombre de messages. Je vais prendre un dernier exemple, plus récent, il est actuel pour moi, c'est que face là encore, aux tergiversations, au refus du gouvernement de mettre en place pourtant un engagement qui avait été le sien du chèque alimentation durable, eh bien on va prendre le taureau par les cornes et justement face à l'inflation, face aux difficultés alimentaires que l'on constate tous les jours, eh bien on va expérimenter avec Action contre la faim un dispositif. On va quand même candidater auprès d'un appel à projet national, mais d'un chèque alimentation durable en Seine-Saint-Denis sur 1 millier de personnes, avec l'idée qu'on apporte une aide financière qui est bonifiée pour l'achat de produits durables, circuits courts ou dans des circuits de distribution équitable et durable, avec un accompagnement nutritionnel en ciblant, en testant auprès de 4 types de populations différentes dans les 4 territoires de Seine-Saint-Denis, et justement pour avoir un débouché concret et peut-être à partir de cette expérimentation des enseignements pour généraliser ce qui est ce chèque alimentation durable. Mais là encore, bien évidemment que la collectivité, elle peut innover, elle peut initier, elle peut expérimenter, mais on a besoin de l'action publique nationale si on veut décupler l'action, si on veut la généraliser pour que c'est un effet masse et un effet d'échelle suffisamment important pour que ça change véritablement la vie des gens. Merci pour ces exemples. Alors, Vincent Lemot, peut-être pas forcément sur les réponses et les actions en crise sanitaire qu'on a développées, mais sur peut-être ce que tu as dit dans les premiers constats sur la question de la crise de confiance dont tu as parlé et de l'évolution des populations. Quelles sont les actions menées ou que tu as envisagées pour aller affronter les constats que tu as faits ? En introduction, en faisant confiance aux propos du président de la République rapportés par Johanna, on voit bien que dans la perspective des élections municipales, intercommunales de 2026 et des prochaines élections sénatoriales, le président de la République vient d'ouvrir frontalement le débat de l'utilité des collectivités territoriales dans le pays, d'une certaine manière. Parce que s'il pose fondamentalement, financièrement et juridiquement l'obséquieux fonctionnement des collectivités dans un long entretien, cela veut dire que nous devons réagir rapidement et énergiquement pour démontrer qu'effectivement, si les collectivités territoriales n'avaient pas été là dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, et même dans les communes les plus petites, des plus petites jusqu'aux plus grandes, et que même lors des dernières émeutes, lors des nuits violentes qui se sont déroulées certes dans les grandes villes, mais également dans des territoires ruraux où il n'y a jamais eu de poubelle brûlée, et là il y a eu une poubelle brûlée, mais ça a fait l'émoi d'une population. S'il n'y avait pas eu la tempérance et la modération des élus locaux, les premières sentinelles de la République, les maires et leurs élus municipaux pour calmer les populations, je pense que la France aurait été dans de bien mauvais draps à l'issue de la crise sanitaire et encore plus peut-être à feu et à sang à l'issue des violences interurbaines interurbaines et rurales du mois de juillet dernier. Donc je pense que les collectivités locales, c'est un pouvoir
public à part entière. Nous ne sommes pas les sous-fifres de la République. Nous ne sommes pas, et je l'ai dit plusieurs fois au ministère par mes fonctions de premier vice-président de la Fédération nationale des centres de gestion, combien de fois n'ai-je pas dit aux administrateurs de l'État, qui nous rencontrent aisément et avec un dialecte qu'on a parfois du mal à comprendre, je leur dis certes, mais je leur dis souvent, nous ne sommes pas des opérateurs de l'État. Nous ne sommes pas l'opérateur du sous-préfet en tant que président de l'agglomération, je ne suis pas l'opérateur du préfet en tant que président du centre de gestion, et nous ne sommes pas des gens qui vont exécuter les ordres de l'État décentralisé ou déconcentré ou centralisé. Et ça, c'est important de le dire. Déjà, dans la posture de l'élu local, nous ne devons pas démissionner de notre rôle de responsable public. C'est déterminant, parce que la tentation serait trop grande aujourd'hui, effectivement, pour l'État de s'appuyer, et il l'a fait d'ailleurs en déléguant un certain nombre de missions qui étaient auparavant, dans le cadre de la décentralisation, opérées par l'État, aujourd'hui déléguées aux collectivités territoriales. Ça serait d'accentuer cette tendance en faisant en sorte, comme on l'a vu dans différents d'autres sujets, que les collectivités territoriales deviennent des agences de l'État, des agences territoriales de l'État, avec de moins en moins de pouvoir conférés là au maire, là au président de l'intercommunalité et peut-être aux régions et métropoles. Bon, le risque, il n'est pas encore aujourd'hui, mais le propos du président peut nous inquiéter très fondamentalement. Quand on est effectivement en Bretagne, on s'interroge sur la place de l'élu aujourd'hui. Et c'est là où il faut travailler. Quand il y a 800 conseillers municipaux et conseillères municipales, 800 environ, qui démissionnent dans le département du Morbihan, ça interroge effectivement sur l'engagement, la valeur de l'engagement républicain dans une commune. Quand il y a, je crois, dans les Côtes-d'Armor, j'ai repéré une vingtaine de maires qui a démissionné depuis le début de mandat, pour des raisons parfois personnelles, mais souvent par rapport à la pression. Donc, on a engagé avec l'Association des maires de France des Côtes-d'Armor et avec le Centre de gestion des Côtes-d'Armor une action dans un groupe de travail pour accompagner les élus en souffrance. Alors on parlait souvent de la souffrance au travail des fonctionnaires territoriaux. Désormais, l'AMF des Côtes-d'Armor et le centre de gestion, on travaille avec des sociologues, avec des psychologues, avec des assistants ergothérapeutes pour accompagner les élus dans l'exercice de leur mandat. Donc il faut réconforter l'élu local dans son action du quotidien et lui démontrer que ce qu'il vit, d'autres le vivent ailleurs. Et d'ailleurs, on le sent aujourd'hui puisque la masse médiatique en fait état ponctuellement de ces difficultés des élus. Mais ce n'est pas tout. Il faut désormais aussi que l'élu reprenne le sens de l'action de terrain. La Covid a délié en ce début de mandat beaucoup d'élus de leur rôle d'être à l'écoute et d'être en force, en présence auprès de nos concitoyens. Donc l'idée qui a été mise en place autant à l'agglomération que dans ma commune, c'est de mettre en place une batterie de réunions de concertation. Pas des réunions participatives de concertation sur des objets bien particuliers, cadrés, et avec des méthodes de dialogue qui ne sont pas comme un peu ici frontales, c'est-à-dire une salle obscure et une scène éclairée. Non, avec ce travail méthodologique, avec certes parfois des méthodes issues de cabinets de conseil, mais aussi à l'initiative propre des services de l'agglomération, de la commune, c'est-à-dire que les fonctionnaires territoriaux peuvent être aussi une source d'ingénierie dans l'innovation sociale et dans l'innovation du dialogue social dans nos territoires. Et donc sur des sujets divers et variés, par exemple sur le PCAET, plan climat, air, énergie territoriale de l'agglomération, sur le plan local d'urbanisme de l'agglomération, sur le schéma directeur de l'eau et de l'assainissement, sur ce fameux HMUC, comment prévoir et gérer la quantité de l'eau dans les années, la quantité et la qualité de l'eau dans les années futures. Donc tous ces sujets-là sont travaillés non pas dans une démocratie participative, mais dans la coopération citoyenne avec ses concitoyens. D'ailleurs, j'ai une commission à l'agglomération, j'ai supprimé le terme démocratie participative et j'ai mis coopération citoyenne parce qu'on doit opérer là, effectivement, à nos citoyens sur des sujets bien précis. Et ça a tendance à bien fonctionner. Pour dire enfin que nous devons absolument reprendre la main aujourd'hui dans les discussions avec nos partenaires que sont l'État et les autres collectivités. Mais si nous ne sommes pas entre nous déjà solidaires, nous aurons des difficultés entre collectivités. Je constate que depuis plusieurs mois, désormais, les différentes structures pluralistes
France Urbaine, l'AMF, la DCF, même la Fédération nationale des centres de gestion, elles coopèrent de plus en plus pour avoir une seule parole vis-à-vis de l'État. Alors, les hauts fonctionnaires de l'État nous disent que ça les arrange, comme ça au moins ils ont une vision, mais je sais que ça inquiète aussi les ministres de voir les grands élus ou les petits élus de la République s'entendre. Donc, il y a un écueil que nous devons aujourd'hui dépasser. C'est celui de l'opposition rurale-urbain, parce que ça divise la gauche nécessairement. Et le second écueil, ce serait de ne pas travailler sur les territoires riches et les territoires pauvres. On est toujours le plus pauvre que l'autre quand on est dans les débats d'élus, et il va falloir qu'on cesse ce jeu d'hypocrite et de dire à un moment donné qu'il faut réinventer nos péréquations horizontales. Je dis verticales, l'État, on verra si on a la main dessus, mais au moins avec une logique de définition solidaire des péréquations horizontales. C'est-à-dire que si l'État n'assure plus l'égalité entre les territoires, qu'à tout le moins, nos grandes organisations de représentation pluraliste puissent s'entendre pour redéfinir ces grands concepts qui pourraient rassurer nos territoires. Donc ces écueils-là, il faut effectivement les dépasser, donc territoire pauvre, territoire riche, et territoire urbain ou territoire ruraux, parce qu'on pourrait créer des guerres épicricolines et pas nécessaires. Et le dernier point, c'est effectivement réinventer les coopérations avec nos citoyens en nous mettant, nous, modestement, avec modération, à leur écoute et travailler à façonner leur réponse. Parce que souvent de fois, il faut un médiateur pour donner concrètement le résultat. Et souvent de fois, c'est ce qui manque, c'est-à-dire la compréhension de la problématique. Et ça, l'élu doit être dans cette logique-là également. Merci. Raphaël Yorka, quelles sont vos réactions, que vous inspirent les différentes interventions? Et puis, je vous propose de réagir tout en ouvrant sur la dernière question. C'est est-ce qu'il y a une approche spécifique socialiste et républicaine? Est-ce qu'il y a une marque socialiste et républicaine qui pourrait être des marqueurs à valoriser, à transposer, et qui pourrait devenir, qui pourrait être cette approche, cette accroche pour que les élus s'emparent de nouveau de leur action? Alors peut-être d'abord une réaction par rapport à tout ce qui a été dit. Je voulais revenir sur ce que vous disiez, Madame Roland, sur changer la vie et rendre visibles les effets concrets et les bénéfices tangibles des politiques publiques que vous menez. C'est une question à laquelle je suis très sensible parce que c'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans mes travaux, que je lis. Et je voulais peut-être vous partager une analyse qui n'est pas très connue, mais que je trouve super éclairante sur le Rassemblement national et sur les déterminants du vote d'extrême droite. C'est une analyse qu'a menée un politologue qui s'appelle Luc Rouban, qui est un vieux monsieur du CEVIPOF, du Centre de recherche de Sciences Po. Et en maniant toutes ces données, il a travaillé sur, au fond, quelles ont été les motivations de vote Marine Le Pen, premier tour de l'élection présidentielle 2022. Je ne veux pas vous perdre dans la technique, il fait une opération statistique qui est très intéressante, c'est qu'il crée des indices. Il agrège plein de questions et il crée des indices de populisme, d'identité, d'insécurité, pour essayer de regarder, mais comparé aux autres votes, qu'est-ce qui fait la spécificité du vote Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle. Et alors, le résultat est hyper contre-intuitif, et en fait, ça rejoint exactement ce que vous développez ce matin, c'est pour ça que j'y ai pensé en vous écoutant. Le déterminant de vote, c'est pas le sentiment d'insécurité, c'est même pas l'immigration, c'est pas l'identité, c'est une crise d'efficacité perçue de la politique publique. Où ils sortent cette statistique, 75% des électeurs Marine Le Pen premier tour disent « quand une loi est votée au Parlement, je ne vois pas les effets concrets dans mon quotidien ». Voilà. Et ça, je trouve qu'on ne le dit pas assez. Et il se trouve que j'ai bossé aussi sur les abstentionnistes, et on retrouve exactement la même chose, en fait. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui est le cassé, et ce qui explique l'animosité envers les élus, la déception, etc., ce qui est cassé, c'est le politique ne peut plus changer la vie. Voilà. Et vous êtes effectivement en première ligne pour réussir à refaire la démonstration qu'effectivement, le politique peut encore changer la vie. Voilà, c'était juste en réaction par rapport à ce qui avait été dit. Et alors, pour prendre à bras-le-corps votre question, alors, une précision, parce que vous avez parlé de marque socialiste. Je le précise parce que si je ne fais pas de précision, on a l'impression qu'on va parler de shampoing ou d'automobile. Alors, il se trouve que j'ai travaillé sur l'articulation entre marque et politique en prenant une définition très précise de la marque, qui n'est pas du marketing. Je ne parle pas positionnement, espace, concurrence, vente, etc. Mais je manie beaucoup plus des termes comme imaginaire, symbolique, récit. Parce qu'il se trouve, ça aussi c'est peu connu, il y a une école française de la marque.
Il y a une école américaine de la marque, ça on le connaît très bien, c'est le branding, comme on étudie dans les écoles de commerce. Mais il y a une école française de la marque qui a été inaugurée dans les années 60 par un certain Roland Barthes et tout un tas de chercheurs derrière, je pense à Jean-Marie Floch, à Benoît Helbrun, bon. Et qui estime que s'il y a une puissance de la marque, c'est que c'est un système de signes qui arrive à articuler 3 niveaux de sens de manière cohérente. Ces 3 niveaux, vision du monde, récit, et puis ce qu'il appelle esthétique, c'est-à-dire l'ensemble des signes, des mots, des couleurs, des scénographies qui sont mises en scène. Et donc une bonne marque, c'est un dispositif qui arrive à articuler ces 3 niveaux de sens. Une vision du monde, un récit et une esthétique. C'est en cela que je trouve ça intéressant de prendre et de translater ce modèle-là et de l'appliquer à la politique. Alors, avec cette définition en tête, première remarque, il y a évidemment une marque socialiste super forte, avec une vision du monde, avec un récit, avec tout un tas d'esthétiques développées. Bon. La question, c'est pas est-ce qu'il y a une marque, c'est comment est-ce que cette marque peut retrouver son public. Voilà. C'est pour continuer, pour tracer le parallèle. Réaction, et après on en discutera, mais je pense qu'il ne faut pas commencer par l'envers. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup dans les agences de communication. Il ne faut pas commencer par le nom, par le logo, par les signes. Il faut retraiter beaucoup plus profondément l'adéquation de la vision du monde et du récit à la situation aujourd'hui. Et la grande question, alors évidemment, je n'ai pas la réponse, et je ne l'aurai pas même en une minute supplémentaire, qu'est-ce que le socialisme a à dire sur les grands enjeux du XXIe siècle? C'est ça. Et si on arrive à craquer cette question-là, avec des éléments de discours très clairs, en réussissant à être convaincant et à entraîner, moi je pense qu'il y a évidemment un grand avenir à cette marque socialiste. Merci. Alors, passons à vos réactions à vous par rapport à ce qui vient d'être dit. Quelle est pour vous la marque, ou ce qui détermine, ce qui distingue votre action d'élu socialiste dans ces actions? Comment vous le définiriez, ou comment vous avez du mal peut-être aussi à le faire vivre concrètement? On commence par Stéphane Troussel. La première chose que je voudrais dire, c'est que il faut faire de la politique dans notre responsabilité d'élu local. C'est-à-dire que vraiment, moi, si j'avais un message à passer, c'est celui-là. C'est-à-dire que bien sûr qu'on adore, et on est les meilleurs gestionnaires du monde, on adore gérer notre boutique, d'administrer, on aime ça, etc., etc. Enfin, moi, quand j'ai adhéré au Parti socialiste il y a maintenant 30 ans, c'était d'abord pour défendre des idées, c'était d'abord pour défendre des convictions, c'était d'abord pour défendre des gens. Et puis, c'est parce que quand on est militant, quand on prend des responsabilités, la question d'un débouché sur un mandat d'élu se pose. Mais il faut que, dans nos responsabilités d'élu local, on fasse de la politique. La période, le moment, la situation, tout l'exige. Quand les gens que nous avons en face de nous, nos adversaires politiques, ils font de la politique. Quand Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez font ce qu'ils font sur la culture, ils font de la politique. Quand l'extrême droite, dans les collectivités qu'ils gèrent, ou dans lesquelles même ils sont en opposition dans des régions, et qu'ils tapent sur nos concitoyens de confession musulmane, les questions de politique contre l'exclusion ou contre la précarité, ils font de la politique. Donc nous, on doit assumer que dans notre gestion locale, on fait de la politique. J'insiste sur cet aspect parce que c'est un peu le revers de la médaille de notre engagement depuis 30 ans comme des bons élus qui avons défendu la décentralisation et qui, y compris, Vincent y faisait référence, quand on est dans nos grandes organisations, dans nos grandes associations d'élus, dans le souci de défendre nos collectivités, nos institutions, j'ai presque envie de dire face à l'État, on a tendance parfois à penser qu'il faut, comment dirais-je, un peu affaiblir, amoindrir les différences qui nous séparent de nos adversaires politiques de droite pour défendre nos institutions, nos collectivités. Or, je pense vraiment que, y compris face à ce sentiment d'impuissance politique, qui existe chez nos concitoyens, il faut que nous fassions de la politique. Voilà pourquoi, quand le gouvernement ne fait pas le chèque alimentation durable, eh bien, je considère qu'il faut qu'on teste, qu'on innove et qu'on prenne nos responsabilités. Quand il y a un certain nombre de débats publics sur
la sécurité, sur la justice. Il faut assumer un certain nombre de clivages face à d'autres. Sur la question du féminisme, la question de cette question qui structure aujourd'hui un certain nombre de nouvelles générations, nos collectivités, eh bien, y compris, elles doivent faire parfois en allant tordre le bras à l'éducation nationale pour imposer un certain nombre de projets dans les établissements scolaires pour faire de cette question un axe majeur des prochains programmes de l'éducation nationale. Donc sur tout un tas de sujets, vraiment, je pense qu'il faut qu'on mène ce combat politique. Ça doit être notre marque de fabrique. Rappelez-vous, il y a 30 ans, quand les gens ils allaient voter communistes, socialistes dans une élection municipale, eh bien, ils avaient le sentiment qu'ils n'allaient pas faire la même ville que si elle était dirigée par la droite. Or, aujourd'hui, on a tendance à dire la gestion locale, la gauche, la droite. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Quand la manière d'aménager la ville, la manière de faire la transition écologique, la manière de mener les politiques de solidarité, ça ne doit pas être pareil. Sinon, effectivement, eh bien, c'est le sentiment que c'est tous les mêmes. Et donc, bien évidemment, que nos marqueurs, c'est la justice, c'est le progrès, c'est la solidarité, en particulier dans la période qui vient, où on va avoir un débat entre ceux qui pensent que finalement le modèle, c'est le repli sur soi, le chacun pour soi, l'individualisme, et on va se démerder par nous-mêmes, ou nous qui pensons eh bien non, qu'on est plus fort quand on défend le collectif, la solidarité, la bienveillance, l'attention aux autres. Deuxième remarque pour terminer et pas être trop long, c'est ça ne m'empêche pas pour autant de considérer que dans mon action d'élu local et d'élu socialiste, je reste un réformiste, et j'aime bien l'expression qui peut paraître un oxymore, mais réformisme radical. Réformiste, parce que j'ai appris il y a très longtemps de quelqu'un qui était censé être plus à gauche encore que nous, que tout pas en avant vaut mieux que 1000 programmes. Quand on veut faire progresser les gens, quand on veut changer la vie, eh bien oui, on mène une bataille, on engrange un résultat parce que c'est le meilleur moyen pour ensuite emmener les gens vers la bataille suivante. Et deuxième chose, on est des radicaux parce que face à l'aggravation d'un certain nombre de difficultés, face à une situation particulièrement difficile vécue par nos concitoyens, il faut s'attaquer à la racine des problèmes et accepter d'aller loin dans les transformations nécessaires. Mais vraiment, le message principal pour moi, c'est que dans notre action d'élu, faisons de la politique, assumons des clivages. Et enfin, dernier sujet, c'est le fait que on ne peut pas passer notre temps, et ça c'est pour ouvrir des débats qu'on doit avoir sur la décentralisation, sur l'égalité entre les territoires et les citoyens. On ne peut pas passer de notre temps à dire à nos concitoyens « élisez-nous, on va faire », et au lendemain de l'élection, passer notre temps à leur dire on n'est pas responsable parce que c'est tel autre niveau, c'est l'État, c'est l'Europe, c'est machin, parce qu'on n'en a pas les moyens financiers, parce que effectivement, sinon, c'est l'impuissance politique. Et donc, il y a absolument nécessité pour moi, alors que nous sommes socialistes, que nous avons été ceux qui avons porté plus que les autres la décentralisation, bien de faire un bilan, un diagnostic le plus précis, le plus juste sur ces 40 années de décentralisation et d'accepter de se reposer un certain nombre de questions. Quel est le bon périmètre de l'action publique? Qu'est-ce qu'il doit relever de l'action publique? Qu'est-ce qui peut ne pas en relever? Et une fois qu'on a défini ce qui doit relever de l'action publique, eh bien, dire quel est le bon niveau pour l'exercer, cette action publique. Parce que la réalité, c'est que, disons-le, moi j'ai tendance à penser qu'à part les grandes lois de décentralisation de 82, 83 et de 85, 86, les phases suivantes, c'est quand même un État qui n'a pensé, tout gouvernement confondu, qu'à se décharger d'un certain nombre de compétences qu'il ne voulait plus exercer et réduire les moyens qui allaient avec. Donc ça, la réduction de l'autonomie financière et fiscale, la baisse des dotations, la réduction du périmètre de l'action publique, tout ça cumulé, ça crée quand même de nouvelles inégalités entre nos territoires et nos concitoyens. Merci. Vincent Lemot. Bien, cette donnée de marque appelle nos sens plutôt commerciaux et de vente et peut-être de falsification. Donc j'entends effectivement qu'il y a une différenciation à mettre sur cette idée de marque que vous avancez. On regarde d'autres marques qui sont mises en place pour simplement faire venir le chaland.
C'est une différence qu'il faut noter immédiatement pour ne pas considérer le citoyen, la citoyenne comme simplement des clients ponctuels d'une politique publique. Il faut toujours rappeler que le service public doit être érigé sur des valeurs fondamentales et celles en particulier de l'intérêt général, délibérées de façon très consentie, parfaitement consentie, que ce soit au niveau du Parlement que d'une simple assemblée délibérative locale. Donc c'est important peut-être de requalifier ce terme de marque comme plutôt un travail de réidentification et de réauthentification. Parce qu'on a une authenticité socialiste, social-démocrate, social-réformiste dans ce pays. En fonction des territoires de France, le socialisme se vit peut-être un peu différemment, mais on a toujours l'idée que tout bénéfice du progrès social doit être partagé, quel que soit l'individu. D'ailleurs, on est laïque et on ne reconnaît pas les différences pour en faire des politiques de ségrégation, de discrimination. On est là pour effectivement le bien de tout à chacun, de tout à chacune dans notre territoire national. Donc les élus socialistes et républicains doivent effectivement s'appuyer sur cette authenticité d'action qui font que ces territoires ont vu émerger des politiques publiques innovantes, ce passé, quand on parle du socialisme municipal des années 70, qui a ouvert la voie à de nombreuses régies dans tout domaine d'intervention et que l'on commence à se réapproprier, délaissant un peu les outils un peu libéraux qui nous étaient servis dans les années 90 et 2000, comme par exemple le mécanisme juridique de délégation de service public, qui était, je confie avec bâillon sur les yeux et sur la bouche, à un privé pendant 12 ans l'exercice de la compétence d'eau sur un territoire. Et on voit de plus en plus de régies réapparaître dans nos territoires. Et d'ailleurs, dans mon agglomération, on a voté le retour à la régie publique là, au 1er janvier 2024. Donc ça veut dire qu'on a des outils d'authentification historique qui vont nous permettre de se réidentifier vis-à-vis de nos populations. C'est-à-dire que quand le client va venir voir SOR, Veolia, Suez ou d'autres, il y en a quelques-uns, c'est sûr qu'on est dans une relation de client, de commercial. Par contre, lorsqu'on va venir voir la régie d'eau et qu'on va avoir un fonctionnaire territorial qui va effectivement recevoir le paiement de l'eau ou recevoir la demande du concitoyen, nous devons avoir avec ce fonctionnaire territorial, avec ces fonctionnaires territoriales, l'obligation de répondre dans le cadre de l'intérêt public et de l'intérêt général. Donc cette réidentification, elle se fait effectivement dans nos territoires et le débat politique, effectivement, il est là localement et d'une certaine manière, un beau débat comme celui-là sur le service public, on se le réapproprie si on reprend les bons outils. C'est très important, à mon avis, au-delà simplement de la marque de fabrique socialiste, de dire que nous avons une histoire, mais nous avons aussi une capacité à nous remobiliser. Donc il va falloir faire un travail chez les élus socialistes et républicains, mais je pense que dans tous les partis, ce matin même, il y avait un article de presse où disait « Est-ce que la gauche est-elle mortelle ?» À un moment donné, si on ne veut pas qu'elle soit mortelle, il faut qu'elle ressuscite. Donc à un moment donné, il faut se remettre au travail, et je vois bien qu'il y a d'émulation dans toutes les composantes de la gauche aujourd'hui, et d'une certaine manière, nous devrons trouver des canaux de rassemblement. Parce que si on veut effectivement être en conquête en 2026, il ne faudra pas partir sur des problématiques obséquieuses ou compliquées ou complexes au niveau local. Il faudra être en capacité de s'identifier, d'identifier un programme qui soit cohérent et qui soit réformiste dans nos territoires. Sinon, effectivement, il y aura d'autres perspectives qui pourront s'ouvrir dans nos territoires, et notamment l'arrivée de listes d'extrême droite, comme je commence à le voir dans le territoire que je connais bien, les Côtes d'Armor, ou même dans des communes très communistes, très réformistes, l'extrême droite pavoise désormais en manifestant librement et en mettant en difficulté les élus qui sont au travail. Donc d'une certaine manière, nous devons aller vite maintenant dans ce travail très besogneux, mais de rassemblement qui est utile, qui sera utile à la gauche pour 2026 et encore plus utile pour les échanges de 2027 et encore plus utile pour celles de 2028. Parce que la séquence qu'on entame là, elle nous envoie sur toutes les élections cruciales, locales, jusqu'au national. Merci. Johanna Rolland, en même temps la fin de cette question et puis la conclusion des interventions. Je ne sais pas du tout s'il restera du temps pour les paroles dans la salle, mais en tout cas, Johanna. Attendez, je vais m'exprimer 2 petites minutes. Il n'y aura pas de temps de questions, malheureusement, pour l'hémicycle. On a subi un gros retard et donc nous appelons à la fin de cette table ronde pour aller se diriger vers les autres ateliers. Merci.
Merci. Donc de manière très succincte et en étant désolée pour celles et ceux dans la salle qui, j'en suis sûre, auraient aimé pouvoir intervenir et interagir, du coup de manière très succincte. Peut-être 3 éléments qui, je crois, constituent aujourd'hui la marque socialiste et 2 éléments que nous avons collectivement à construire et à conquérir. Dans ce dont nous avons déjà, je crois, la première marque socialiste, c'est que nous, les transformations du monde, les transformations de la société, on veut les mener en intégrant les plus modestes et les classes moyennes les plus fragiles. Il faut le dire et le répéter, y compris quand on parle du défi climatique. Pour nous, l'écologie, ce n'est pas une oasis verte pour quelques privilégiés dans le désert pour tous les autres. La marque socialiste, c'est qu'on se bat avec le souci de l'universel, mais avec une attention assumée pour les plus modestes et pour les plus fragiles. La deuxième marque socialiste, Stéphane l'a évoqué, c'est de faire de la politique et d'assumer de faire de la politique. Et c'est vrai, je le rejoins là-dessus, c'est que sans doute dans la période, un des endroits où c'est le plus flagrant, ce sont les politiques culturelles. Il y a le plus caricatural, Laurent Wauquiez, j'en parle même pas, c'est tellement caricatural ça se passe de commentaires. Mais il y a plus pernicieux. Chez moi, en Pays de la Loire, on a une présidente qui peut paraître de bon ton, Macron-compatible, tout ce que vous voulez, qui vient de supprimer les aides à la création, mais qui par contre a toujours de l'argent pour aller soutenir les initiatives de De Villiers. Donc oui, faisons de la politique et assumons. Ça renvoie au débat d'hier avec Gilles Pinson et Jean-Daniel Lévy sur est-ce que l'espace local est aussi un espace politique. La troisième marque socialiste, et tu l'as évoqué, c'est notre rapport à la décentralisation. Dans l'histoire, la gauche et les socialistes en particulier ont été les artisans de la décentralisation. La droite n'a fait que démembrer et trahir. Macron n'a fait que ignorer superbement ce qui, dans son esprit, faisait simplement partie de ces corps intermédiaires qui n'avaient pas besoin de venir trop le déranger dans la toute-puissance de Jupiter. Donc les enjeux de la décentralisation aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux de 77. Mais qu'est-ce que le socialisme, qu'est-ce que la social-écologie a à dire sur ces sujets est majeur. Je vais prendre juste un exemple. La santé, quand il y a eu les débats, y compris MAPAM et nôtres, a été l'absent total. On s'est battus les uns et les autres, notamment pour savoir qui aurait l'économie et le tourisme. Personne n'a parlé de la santé. Je suis convaincue qu'on aurait ce débat parlementaire aujourd'hui, après la crise sanitaire, on dirait oui, on doit penser la santé autrement dans le pays. Donc ça, c'est les 3 marques, je crois, que nous avons. Celles que nous avons à aller chercher, la première, c'est que la gauche et les socialistes doivent réussir à devenir ceux qui se battent et pour la France périphérique et pour la France des quartiers. Et là, je vous le dis, les amis, on n'y est pas. Et on n'y est pas, y compris entre nous. Moi, quand j'entends des camarades qui disent « toutes les grandes villes sont riches », je redis que France urbaine, c'est la moitié des habitants du pays et 2/3 des pauvres du pays. Quand entre nous-mêmes, on se dresse des caricatures plutôt que d'aller chercher des coopérations, quand nous-mêmes, on oublie qu'un jeune d'un territoire rural qui n'a pas la connexion Internet, qui n'a pas de service public, en réalité, il ressent et il vit le même sentiment de relégation que le jeune de Seine-Saint-Denis ou d'un quartier populaire nantais, parce qu'en réalité, il se sent méprisé par la République et que ça contribue au fait que oui, il s'identifie à Naël, y compris si sa couleur de peau est particulièrement la même. Dans les jours qui vont venir, on va parler, et on a raison de le faire, et de la France des quartiers et de la France périphérique. On doit recommencer à mettre le prisme de la lutte des inégalités sociales au cœur de notre combat. On doit être ceux qui se battent pour cette France rurale et pour la France des quartiers. Moi, j'entends des jeunes chez moi qui me disent, quand à BFM TV, en permanence, ils disent « les grandes villes sont riches », en réalité, vous nous dites « on est devenu invisible aux yeux de la République ». Alors on fonctionne en séquence et une séquence chasse l'autre. Quand c'est la crise des gilets jaunes, on doit se planquer quand on est maire de grande ville pour défendre une ville parce que c'est devenu de mauvais genre. Et puis, quand c'est la mort de Naël, on doit se planquer quand on est maire d'une commune rurale parce qu'il ne faudrait pas oublier les quartiers. Ça n'a aucun sens. Nous, on se bat pour les plus modestes, on se bat pour les plus fragiles. Je vais finir sans micro quand même. Donc je pense vraiment qu'une des choses qu'on a à aller chercher, c'est qu'on doit être ceux qui réussissent à réconcilier la France du périphérique et la France des quartiers. Et puis la dernière chose, c'est
autant moi je suis une fervente défenseur de la décentralisation, d'une nouvelle étape de la décentralisation avec une analyse sans concession, et on doit accepter nos propres remises en cause, autant je vous le dis, je ne crois pas qu'on gagnera les prochaines élections présidentielles, les prochaines élections législatives uniquement en additionnant nos succès locaux. C'est une douce illusion naïve. Ce n'est pas vrai. En revanche, nous devons apprendre à mieux conjuguer nos forces locales et nos forces nationales. Je donne juste un exemple très concret que ce que j'aimerais qu'on réussisse à faire ensemble dans les mois à venir. J'ai évoqué tout à l'heure, Stéphane l'a fait aussi, la situation des étudiants. On a d'un côté une députée, une nouvelle députée qui fait partie, ces visages qu'on a à promouvoir, à raconter, à valoriser, qui fait une proposition de loi intelligente, intéressante. Cette loi est tout près de passer, à une voix près, si mes souvenirs sont exacts. Et puis on a des collectivités locales, la Seine-Saint-Denis qui invente le chèque alimentation durable, la ville de Nantes qui mène des initiatives, mais il y en a 50 dans les villes et dans les campagnes. Le jour où on sera capable d'avoir la percussion médiatique, de dire on est aujourd'hui un contre-pouvoir, on a des députés qui bossent bien, qui sont force de proposition, et quand on reviendra au pouvoir, voilà ce qu'on mettra en œuvre. Et on a des élus locaux qui, en attendant, sont des contre-pouvoirs en action, et qu'on sera capable de donner l'image simultanée de nos parlementaires et de nos élus locaux ensemble, parce que tant que le parti est quasiment aussi fragmenté que le pays, on ne se donne pas la puissance collective d'être rendu audible aux yeux des Françaises et des Français. Et ça, je crois que c'est un chemin qu'on a à reconquérir. Merci beaucoup. Merci pour les interventions. Je voudrais dire quand même que par rapport à la préparation de la table ronde, chaque intervenant a tenu le temps de parole et que ce qui empêche d'avoir le débat, c'est qu'on a commencé avec plus de 30 minutes de retard sur l'horaire annoncé. Donc, désolé pour vous dans la salle. Mais merci à tous les intervenants d'avoir tenu à la fois le fond et le temps d'expression.